Je m'appelle Antoine, j'ai 30 ans et encore aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre ce que j'ai vécu il y a 13 ans déjà. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très sceptique et je me pose toujours des questions de comment peuvent se produire des événements paranormaux avec du recul. Mais cette soirée-là, encore aujourd'hui, je ne trouve rien de rationnel pour comprendre ces choses étranges qui se sont passées. Nous sommes au début du mois de décembre en 2009. À cette époque, je suis partie vivre 1 an dans la ville de Moriani, en Corse, avec ma mère. Et il y a 2 choses à savoir à cette période. C'est que de 1, le mois de décembre à Moriani, à cette époque, tout est vide. Et de 2, je ne connais pas grand monde, juste un petit groupe de jeunes avec qui on faisait les 400 coups. C'est justement le plus grand d'entre eux qui un jour proposa quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Aller un soir visiter une maison abandonnée à San Nicolao, un petit village juste au-dessus de Moriani. Alex, celui qui proposait l'idée, était le plus âgé et avait le permis de conduire, pour qu'on puisse monter tous ensemble là-haut. Il y avait également Robin et Mathieu, 2 amis des environs. Je précise que cette idée effraie surtout Alex et Robin, qui sont plus superstitieux que Mathieu et moi. Mais en prenant la route pour le village, une petite angoisse m'envahit. Je ne crois peut-être pas aux esprits, mais la folie humaine m'effraie, et on ne sait jamais ce qu'il peut arriver. Il est aux alentours de 20 heures, il fait nuit, et nous prenons la route qui dure environ 20 minutes. On se détend dans la voiture en écoutant de la musique et en chantant. Je regarde pendant tout le trajet par la fenêtre. Et avant d'arriver, on aperçoit un cimetière assez effrayant avec un cabanon fermé à gauche de l'entrée. Une fois arrivé au village, on se gare à 2 pas de la fameuse maison. Et à peine la musique de la voiture éteinte, que l'ambiance change d'un coup. Je motive tout le monde et sors le premier, mais à peine le pied dehors que Robin et moi ont entendu un bruit assez fort en provenance de la maison. Je cherche à comprendre ce que c'est et d'où ça vient, quand je réentends le bruit, à gauche de la maison, un petit jardin ouvert avec un grand cheval blanc qui mange et nous regarde. Il est d'une beauté presque rassurante et un peu flippante tout de même, mais rien d'anormal. C'est assez fréquent que les animaux soient en liberté, en Corse à cette époque. Nous nous rapprochons de la maison et nous décidons de l'observer de l'extérieur. Le premier étage de la maison est au niveau de la route, mais 2 des autres étages en dessous donnent dans une cour creusée, avec un accès par un escalier métallique du côté gauche et de pierre de l'autre côté. Seul l'escalier métallique donne accès à l'étage du milieu, car celui en pierre descend encore plus bas. Nous nous égarons facilement en tournant autour de la maison afin d'y remarquer quelque chose depuis l'extérieur à travers les fenêtres. Mais il faisait beaucoup trop sombre pour y apercevoir quelque chose de vraiment concret. Mais on peut noter comme une buée qui sort de la maison avec une odeur que je ne connaissais pas. Je me retrouve tout seul à descendre du côté des escaliers métalliques pour regarder au premier étage inférieur. Mais l'obscurité est totale. C'est en descendant au dernier étage que je constate la première chose étrange de la soirée. Il y a des braises qui fument et je retrouve l'odeur de la fumée que j'avais sentie au rez-de-chaussée. J'essaie de regarder la chose qui brûle, mais je commence à réaliser que s'il y a des braises, c'est que quelqu'un les a allumées. Je remonte et je passe en vitesse devant le premier étage. Puis je tilte quelques secondes avant de redescendre pour observer la fenêtre, et là je suis confrontée à un des plus gros mystères de ma vie. Il n'y a aucune fumée et aucune odeur, alors que la fumée et l'odeur remontent bien jusqu'en haut. Quelques secondes après être retournée devant l'entrée de la maison, je me penche pour regarder vers le bas, et je vois bien là la fumée sortir de l'étage le plus bas, puis se couper et finir par ressortir par le dernier étage. Quelques bugs et minutes plus tard, j'entends les autres crier mon nom
de l'autre côté du bâtiment. Ils me disent de descendre les rejoindre à l'étage le plus bas, par les escaliers en pierre. Ils sont devant une porte en bois fermée, et ils veulent l'ouvrir pour voir ce qu'il y a derrière. Par prudence, je leur dis que le lieu est peut-être pas si abandonné que ça. Donc je les mets en garde. Je recule et les laisse l'enfoncer, mais la porte n'était pas vraiment fermée. Je tombe dans une pièce sombre et maculée de sang sec. Pris de panique, on prend la fuite instantanément en courant jusqu'à la voiture. Une fois dedans, on prend 2 minutes pour réfléchir et on dédramatise en se disant que le lieu appartient peut-être à un chasseur et qu'il doit vider ses bêtes ici. Alex est partant pour y retourner, mais je lui explique que je suis tombée sur des braises encore chaudes et donc à tout moment le propriétaire peut débarquer. Trop têtu, il décide d'y aller quand même, et ne voulant pas le laisser y aller seul, on décide de tous y retourner. On redescend sur nos gardes. Il pousse la porte en grand. Robin allume sa lampe de poche pour y voir mieux. On aperçoit dans le fond de la pièce une table avec quelque chose qui brille. Puis, finalement, on voit brièvement le cadavre d'un animal dépecé. Dégoûté, je décide de ressortir, et les autres finissent par me suivre jusqu'à la voiture. On décide de rentrer. On est un peu sous le choc, mais la soirée ne s'arrête pas là. Sur la route du retour, l'ambiance est moins festive. Mais première chose que j'aperçois, c'est le cabanon en bois à côté du cimetière. Et cette fois-ci, il est ouvert. On roule encore quelques minutes et on voit un arbre couché en plein milieu de la route. On sort tous les 4 pour voir l'arbre et s'il est possible de le déplacer, mais il est beaucoup trop gros et toutes ses branches nous empêchent de le faire rouler. Je réalise qu'on n'a vraiment pas de chance. Et pendant que Mathieu décide d'appeler les pompiers, je vais voir avec la lampe de poche la souche de l'arbre. Mais ce que j'y aperçois me glace le sang instantanément. L'arbre n'est pas tombé tout seul, il a été sectionné par quelqu'un, car la coupure de l'arbre est totalement lisse, comme s'il avait été scié. Je décide de prévenir les autres, de ne pas paniquer, mais que nous ne sommes pas potentiellement seuls. Je vois Alex courir à la voiture, et je l'avertis de faire attention car quelqu'un aurait pu s'y introduire. Pris de panique, Alex prend la fuite sur la route en courant. Robin lui court après pour le rattraper et le raisonner. Nous ne sommes plus que Mathieu et moi, et on s'approche tout doucement de la voiture. On n'y trouve personne. Soulagé, on décide de s'y enfermer en attendant les pompiers. Assez rapidement, Robin reviendra avec Alex en pleurs, car il est convaincu d'avoir vu une silhouette blanche lui passer devant les yeux. Une fois tous les 4 dans la voiture, on essaye de le rassurer en lui disant qu'il a sûrement vu le cheval, mais il nous assure que non, car il n'y avait aucun bruit de pas. Finalement, tout le monde se calme et reste vigilant. Puis les pompiers finissent par arriver. On leur explique la situation, que l'arbre a été très probablement sectionné, volontairement, mais sans connaître l'intention de ce geste. Je mentionne également le cabanon qui était ouvert au retour, et les pompiers finissent par pousser l'arbre dans le ravin. On reprend la route, encore un peu tous sous le choc dans le silence, et en arrivant en ville, une sensation étrange de ne rien connaître. On était pourtant bien dans notre ville, on s'arrêta même devant l'endroit où nous avions l'habitude d'aller, mais avec cette sensation de ne plus rien connaître. Il y avait juste une légère brume, digne d'un film de Silent Hill. Mais encore une fois, rien d'anormal à cette époque de l'année. Aucune annonce de faits divers dans les journaux. Pas de tueurs recherchés. Peut-être des situations de malchance, avec juste une personne qui avait pas de mauvaises intentions. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir encore des doutes aujourd'hui. Et surtout, cette fumée qui disparaissait entre les 2 étages sans aucune raison. Voilà, la soirée la plus étrange de ma vie, que j'ai vécue comme un film d'horreur. On va passer à la deuxième histoire. 2e histoire.
Bonjour à tous. J'ai hésité longtemps, mais je décide aujourd'hui de raconter notre histoire. Cela date de 2016. Nous sommes partis à Londres pour fêter nos anniversaires respectifs à ma meilleure amie et moi. Nous partons donc à 3 avec mon copain. Ce n'est pas la première fois que nous allons à Londres, mais c'était une bonne idée pour voyager sur un week-end. Ma meilleure amie nous appelle et nous annonce une bonne nouvelle. Ses anciens voisins vivent désormais à Londres. Ils peuvent donc nous héberger pour le week-end. C'était un couple ayant la quarantaine, ce que nous trouvions plutôt rassurant en cas de problème. Nous étions très heureux, car étudiants à cette époque avec peu de budget, nous avons accepté avec plaisir. Ma meilleure amie pourrait par la même occasion les revoir. Nous prenons l'avion, tous impatients de passer un week-end de londonien. Un de ses anciens voisins vient nous récupérer à la sortie du bus pour nous accompagner jusqu'à la maison. Il semble assez agité, plutôt monté sur pile. Assez extravagant, mais nous n'y prêtons pas plus attention sur le moment, ma meilleure amie me l'ayant décrit comme un fêtard. Nous arrivons chez eux et il nous présente son conjoint, quelqu'un d'adorable qui nous accueille les bras ouverts. Jusque-là, tout était parfait, un merveilleux week-end se profilait. Il nous propose de boire un thé ensemble pour commencer à sympathiser. Nous nous asseyons et buvons le thé si gentiment proposé. Il parle beaucoup et vite, ne laisse pas la parole à son conjoint et nous propose d'un coup des bonbons. Je regarde ce qu'il me tend et je me rends compte que ces bonbons sont en fait des pilules. Je refuse gentiment, mais il insiste et se fout de moi, car je refuse. Je commence à comprendre son agitation et me sens beaucoup moins à l'aise dans la maison. J'essaie de faire abstraction. Il part avec ma meilleure amie discuter dans la cuisine pendant que nous installons nos affaires dans la chambre. Sans que nous nous en rendions compte, il était entré dans la chambre et commençait à regarder dans nos affaires. Il marmonne beaucoup. On a donc essayé de discuter pour briser la glace. C'est à ce moment qu'il commence à nous dire qu'il déteste son conjoint et qu'il a prévu de le frapper avec sa batte de baseball quand il aura le dos tourné. Autant vous dire qu'à ce moment précis, nous avons compris que le week-end allait être long, très long. Nous sortons pour manger afin de l'éviter un maximum. Je cogite beaucoup et cherche une solution pour dormir ailleurs, mais malheureusement les seules nuits disponibles sont très chères. Ma meilleure amie essaie de me rassurer et de dédramatiser la situation, mais j'ai un très mauvais pressentiment. Malheureusement, pas le choix, nous devons rentrer dormir. Nous sommes tous les trois dans la même chambre, moi et mon copain, sur le lit double et ma meilleure amie sur un matelas à côté de nous. Nous éteignons les lumières, mon copain reste un peu sur son téléphone, quand nous entendons notre porte s'ouvrir. Stupeur, il est là, devant le lit, les yeux éclatés par la drogue. Mais pire, il monte sur le lit et s'allonge entre mon copain et moi. On reste sous le choc, sans bouger, se demandant ce qu'il fait. Il sort son téléphone et me montre une photo, la photo de profil de mon copain. Je précise qu'ils ne sont pas amis sur les réseaux. Et il nous montre qu'il a modifié la photo pour le transformer en femme. Je me rends très vite compte qu'il a pris beaucoup de photos sur nos réseaux et les a sur son téléphone. Nous avons mis plus de 20 minutes à le faire sortir de la chambre. Après ça, mon copain a plaqué toutes les valises contre la porte pour pouvoir entendre s'il tentait d'entrer à nouveau. Nous avons très peu dormi et sommes partis le plus vite possible de chez eux afin de faire notre journée touristique. Allez savoir pourquoi, mais ce jour-là, nous avons oublié nos papiers d'identité dans nos valises. Nous profitons de notre journée autant que possible et en fin d'après-midi, ma meilleure amie reçoit un appel de sa mère. Elle s'éloigne quelques minutes et revient en panique. Son ancien voisin a téléphoné à sa mère pour dire que nous avions été homophobes, que nous les avions insultés et menacés de mort, et que pour se venger, il allait détruire nos papiers et nos billets d'avion, qu'on devrait le supplier pour récupérer nos affaires. La panique nous avait envahis. Nous ne savions plus quoi faire, y retourner et tenter à tout prix de récupérer nos affaires ou aller voir la police. Mais nous ne parlions pas du tout bien anglais à cette époque, et l'idée de la police nous semblait impossible.
Ma meilleure amie a tenté de l'appeler, mais il l'a menacée de mort. La situation s'aggravait de minute en minute. Nous avons décidé de laisser passer quelques heures en espérant qu'il se calme. La nuit arrivant à grands pas, il fallait rentrer et tenter de récupérer nos affaires et surtout nos papiers. Il nous restait encore une nuit à passer chez eux. Arrivé là-bas, il n'y avait que son conjoint. Nous sommes partis directement récupérer nos affaires et vérifier les papiers. Tout était là. Il avait bluffé. J'essaie de me calmer et en profite pour aller prendre une douche, étant donné que le fou n'était pas là. J'entre dans la salle de bain et je me rends compte que de 1, il n'y a pas de verrou, mais surtout, il y a un trou béant à la place de ce dernier. Résultat, un trou d'une dizaine de centimètres donné directement sur la douche. Je comprends que n'importe qui peut regarder à travers. Je demande à mon copain de surveiller la porte. Bien évidemment, il est entré avec moi. Je ne me suis jamais habillée aussi vite. Impossible de le croiser. J'avais la nausée rien que d'y penser. Nous avons menti et dit qu'on était malade pour ne pas sortir de la chambre. Nous avons remis les valises devant la porte et nous n'avons pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, nous avons fait nos valises le plus vite possible. Il nous a suivis jusqu'au bus en nous disant qu'il avait beaucoup de douleurs et que du coup il prenait des médicaments et qu'il lui disait de se méfier de nous. Nous sommes vite entrés dans le bus. Ouf, c'était terminé. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Il a commencé à nous harceler sur les réseaux. En rentrant chez nous, on s'est rendu compte qu'il nous manquait des sous-vêtements à chacun. Et il nous a proposé peu de temps après de nous les envoyer si on lui donnait notre adresse. Ce que nous avons bien évidemment refusé. Nous l'avons bloqué au maximum et espérons ne jamais le recroiser. On passe à la dernière histoire. Je m'appelle Florian et j'avais 15 ans quand tout ça s'est passé. Un jour, ma famille et moi décidions de partir en voyage pour une semaine au Canada. Mon frère, Corentin et moi étions super heureux de partir. Le lundi, nous sommes arrivés dans la maison que nous avions louée. Mon frère et moi partagions la même chambre au premier étage. La première journée s'était passée relativement bien, mais c'est le soir que tout a basculé. Il nous est arrivé un truc vraiment étrange. Pendant que vers 22h, nous discutions avec mon frère, une ombre est passée rapidement devant la fenêtre de la chambre. J'ai regardé et j'ai aperçu une silhouette, celle d'un grand homme. Au début, pour se rassurer, nous nous sommes dit que c'était sûrement un touriste qui passait par là, qu'il se promenait peut-être. Mais d'un coup, on entendit un rire fort, grave, à glacer le sang, suivi d'un son métallique, comme un couteau qui frotte sur quelque chose. Mon frère et moi n'avons pas pu dormir de la nuit. Nous étions terrorisés. Le lendemain matin, nous sommes allés le dire à nos parents. Ils ne nous ont pas cru, en disant que ça venait sûrement de notre imagination. De plus, ils nous ont ordonné d'aller nous reposer à cause de la nuit que nous avions passée. Mais après 30 minutes de repos, notre mère débarque dans la chambre et nous dit de vite faire nos bagages, car nous allons dormir à l'hôtel. Quoi? Mais pourquoi? On vous expliquera tout dans la voiture, mais là, dépêchez-vous, répondit ma mère. On a vite fait nos bagages, puis, dès qu'on est entré dans la voiture, on entendit le même bruit que nous avions entendu l'autre soir, mon frère et moi. Personne n'avait dit un mot pendant tout le trajet. Et dès que nous sommes arrivés à l'hôtel, ma mère nous expliqua. « Écoutez les garçons, on ne vous a pas cru concernant votre histoire de ce matin, mais quand on est sorti dehors, on a trouvé un couteau, ensanglanté, avec un petit mot, disant « Vous n'êtes pas les bienvenus ici ». Nous avons appelé la police, mais ils ne pouvaient rien faire, car l'homme était sûrement déjà parti. Cette histoire nous a marqués, ma famille et moi.